Grand 2, les camarades. Chapitre 1. Quelques camarades, dont Mermoz, fondèrent la ligne française de Casablanca à Dakar, à travers le Sahara insoumis. Les moteurs d'alors ne résistant guère, une panne livra Mermoz aux morts. Ils hésitèrent à le massacrer, le gardèrent 15 jours prisonnier et puis le revendirent. Et Mermoz reprit ses courriers au-dessus des mêmes territoires. Lorsque s'ouvrit la ligne d'Amérique, Mermoz, toujours à l'avant-garde, fut chargé d'étudier le tronçon de Buenos Aires à Santiago, et après un pont sur le Sahara, de bâtir un pont au-dessus des Andes. On lui confia un avion qui plafonnait à 5200 mètres. Les crêtes de la cordillère s'élèvent à 7000 mètres. Et Mermoz décolla pour chercher des trouées. Après le sable, Mermoz affronta la montagne, ses pics qui, dans le vent, lâchent leur écharpe de neige, ce pâlissement des choses avant l'orage, ces remous si durs qui, subis entre deux murailles de roc, obligent le pilote à une sorte de lutte au couteau. Mermoz s'engageait dans ces combats sans rien connaître de l'adversaire, sans savoir si l'on sort en vie de telles étreintes. Mermoz essayait, pour les autres. Enfin, un jour, à force d'essayer, il se découvrit prisonnier des Andes. Échoué à 4000 mètres d'altitude, sur un plateau aux parois verticales, son mécanicien et lui cherchèrent pendant 2 jours à s'évader. Ils étaient pris. Alors ils jouèrent leur dernière chance, lancèrent l'avion vers le vide, rebondirent durement sur le sol inégal jusqu'au précipice où ils coulèrent. L'avion dans la chute prit enfin assez de vitesse pour obéir de nouveau aux commandes. Mermoz le redressa face à une crête, toucha cette crête et l'eau, fusant de toutes les tubulures crevées dans la nuit par le gel, déjà en panne après 7 minutes de vol, découvrit la plaine chilienne sous lui comme une terre promise. Le lendemain, il recommençait. Quand les Andes furent bien explorées, une fois la technique des traversées bien au point, Mermoz confia ce tronçon à son camarade Guillaumet et s'en fut explorer la nuit. L'éclairage de nos escales n'était pas encore réalisé et sur les terrains d'arrivée, par une nuit noire, on alignait en face de Mermoz la maigre illumination de 3 feux d'essence. Il s'en tira et ouvrit la route. Lorsque la nuit fut bien apprivoisée, Mermoz essaya l'océan. Et le courrier, dès 1931, fut transporté pour la première fois en 4 jours de Toulouse à Buenos Aires. Au retour, Mermoz subit une panne d'huile au centre de l'Atlantique Sud et sur une mer démontée. Un navire le sauva, lui, son courrier et son équipage. Ainsi, Mermoz avait défriché les sables, la montagne, la nuit et la mer. Il avait sombré plus d'une fois dans les sables, la montagne, la nuit et la mer. Et quand il était revenu, ça avait toujours été pour repartir. Enfin, après 12 années de travail, comme il survolait une fois de plus l'Atlantique Sud, il signala par un bref message qu'il coupait le moteur arrière droit. Et puis le silence se fit. La nouvelle ne semblait guère inquiétante et, cependant, après 10 minutes de silence, tous les postes radio de la ligne, de Paris jusqu'à Buenos Aires, commencèrent leur veille dans l'angoisse. Car si 10 minutes de retard n'ont guère de sens dans la vie journalière, elles prennent dans l'aviation postale une lourde signification. Au cœur de ce temps mort, un événement, encore inconnu, se trouve enfermé. Insignifiant ou malheureux, il est désormais révolu. La destinée a prononcé son jugement, et contre ce jugement, il n'est plus d'appel. Une main de fer a gouverné un équipage vers l'amérissage sans gravité ou l'écrasement. Mais le verdict n'est pas signifié à ceux qui attendent. Lequel d'entre nous n'a point connu ces espérances de plus en plus fragiles, ce silence qui empire de minute en minute comme une maladie fatale? Nous espérions. Et puis,
Les heures se sont écoulées et peu à peu, il s'est fait tard. Il nous a bien fallu comprendre que nos camarades ne rentreraient plus, qu'ils reposaient dans cet Atlantique Sud dont ils avaient si souvent labouré le ciel. Mermoz, décidément, s'était retranché derrière son ouvrage, pareil au moissonneur qui, ayant bien lié sa gerbe, se couche dans son champ. Quand un camarade meurt ainsi, sa mort paraît encore un acte qui est dans l'ordre du métier. Et tout d'abord, blesse peut-être moins qu'une autre mort. Certes, il s'est éloigné, celui-là, ayant subi sa dernière mutation d'escale, mais sa présence ne nous manque pas encore en profondeur comme pourrait nous manquer le pain. Nous avons en effet l'habitude d'attendre longtemps les rencontres, car ils sont dispersés dans le monde, les camarades de ligne, de Paris à Santiago du Chili, isolés un peu comme des sentinelles qui ne se parleraient guère. Il faut le hasard des voyages pour rassembler, ici ou là, les membres dispersés de la grande famille professionnelle. Autour de la table d'un soir, à Casablanca, à Dakar, à Buenos Aires, on reprend, après des années de silence, ces conversations interrompues. On se renoue aux vieux souvenirs. Et puis on repart. La terre ainsi est à la fois déserte et très riche. Riche de ses jardins secrets, cachés, difficiles à atteindre, mais auxquels le métier nous ramène toujours, un jour ou l'autre. Les camarades, la vie peut-être nous en écarte, nous empêche d'y beaucoup penser, mais ils sont quelque part. On ne sait trop où, silencieux et oubliés, mais tellement fidèles. Et si nous croisons leur chemin, ils nous secouent par les épaules avec de belles flambées de joie. Bien sûr, nous avons l'habitude d'attendre. Mais peu à peu, nous découvrons que le rire clair de celui-là, nous ne l'entendrons plus jamais. Nous découvrons que ce jardin-là nous est interdit pour toujours. Alors commence notre deuil véritable, qui n'est point déchirant, mais un peu amer. Rien jamais en effet ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. Ainsi va la vie. Nous nous sommes enrichis d'abord, nous avons planté pendant des années, mais viennent les années où le temps défait ce travail et déboise. Les camarades, un à un, nous retirent leur ombre, et à nos deuils se mêle désormais le regret secret de vieillir. Telle est la morale que Mermoz et d'autres nous ont enseignée. La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir des hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre. Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui ont compté, à coup sûr, je retrouve celles que nulle fortune ne m'eût procurées. On n'achète pas l'amitié d'un Mermoz, d'un compagnon que les épreuves vécues ensemble ont lié à nous pour toujours. Cette nuit de vol et ces 100 000 étoiles, cette sérénité, cette souveraineté de quelques heures, l'argent ne les achète pas. Cet aspect neuf du monde après l'étape difficile, ces arbres, ces fleurs, ces femmes, ces sourires fraîchement colorés par la vie qui vient de nous être rendue à l'aube, ce concert des petites choses qui nous récompensent,
l'argent ne les achète pas. Ni cette nuit vécue en dissidence et dont le souvenir me revient. Nous étions 3 équipages de l'aéropostale échoués à la tombée du jour sur la côte de Rio de Oro. Mon camarade Rigel s'était posé d'abord à la suite d'une rupture de bielle. Un autre camarade, Bourga, avait atterri à son tour pour recueillir son équipage, mais une avarie sans gravité l'avait aussi cloué au sol. Enfin, j'atterris, mais quand je survins, la nuit tombait. Nous décidâmes de sauver l'avion de Bourga et, afin de mener à bien la réparation, d'attendre le jour. Une année plus tôt, nos camarades Gourp et Érable, en panne ici, exactement, avaient été massacrés par les dissidents. Nous savions qu'aujourd'hui aussi un réseau de 300 fusils campait quelque part à Bojador. Nos 3 atterrissages, visibles de loin, les avaient peut-être alertés, et nous commencions une veille qui pouvait être la dernière. Nous nous sommes donc installés pour la nuit. Ayant débarqué des soutes à bagages 5 ou 6 caisses de marchandises, nous les avons vidées et disposées en cercle, et au fond de chacune d'elles, comme au creux d'une guérite, nous avons allumé une pauvre bougie, mal protégée contre le vent. Ainsi, en plein désert sur l'écorce nue de la planète, dans un isolement des premières années du monde, nous avons bâti un village d'hommes. Groupés pour la nuit sur cette grande place de notre village, ce coupon de sable où nos caisses versaient une lueur tremblante, nous avons attendu. Nous attendions l'aube qui nous sauverait, ou les morts, et je ne sais ce qui donnait à cette nuit son goût de Noël. Nous nous racontions des souvenirs, nous nous plaisantions et nous chantions. Nous goûtions cette même ferveur légère qu'au cœur d'une fête bien préparée. Et cependant, nous étions infiniment pauvres. Du vent, du sable, des étoiles, un style dur pour trappistes, mais sur cette nappe mal éclairée, 6 ou 7 hommes qui ne possédaient plus rien au monde, sinon leurs souvenirs, se partageaient d'invisibles richesses. Nous nous étions enfin rencontrés. On chemine longtemps côte à côte, enfermé dans son propre silence, ou bien l'on échange des mots qui ne transportent rien. Mais voici l'heure du danger. Alors on s'épaule l'un à l'autre. On découvre que l'on appartient à la même communauté. On s'élargit par la découverte d'autres consciences. On se regarde avec un grand sourire. On est semblable à ce prisonnier délivré qui s'émerveille de l'immensité de la mer.